Monsieur le directeur du Centre culturel coréen, chers amis, vous tous qui êtes venus ici, un grand merci pour cet accueil vraiment chaleureux et cette participation abondante. Je sais qu'il y a beaucoup de choses en ce moment dans Paris, le Salon du Livre, le Printemps des Poètes, et c'est vraiment formidable de voir que la poésie peut réunir autant de monde. Alors nous sommes aussi très heureux d'être ici, d'accueillir Madame Moon. Je reprendrai la parole dans un instant pour vous dire un petit peu pourquoi nous avons publié ce texte et de quelle manière nous le portons. Mais je voudrais au préalable lui donner la parole. 감격스럽습니다. 서울에서 파리까지는 12시간 걸리지만 제가 이 무대에 서기까지 아마 1200년 정도가 걸린 것 같습니다. Je suis vraiment émue. Depuis la Corée, ça met juste 12 heures jusqu'ici, mais j'ai l'impression que ça a mis 1200 ans. 우선 여러분 너무 고맙습니다. 그리고 한국문화원 원장님과 또 이렇게 출판을 해주신 브루노 두세 선생님, 또 서문을 써주신 미셀 볼러 선생님, 특히나 이렇게 가장 어떤 문화에서도 특히 문학의 종주국이라고 하는 프랑스의 많은 독자들 정말 감사합니다. Je voudrais d'abord remercier Monsieur le directeur du Centre culturel coréen Yi Dong-soo et Monsieur Bruno Doucet, éditeur de l'anthologie Celle qui mangeait le froid, ainsi que Monsieur Michel Collot qui a préfacé mon livre. C'est toujours une grande joie pour moi de venir en France, pays hautement culturel et littéraire que j'aime profondément. 제가 살아온 한국은 그동안 너무나 물질가치에 치우쳐 있었고 속도가 유난히 빨랐습니다. 도무지 보이지 않는 시라는 것을 붙들고 평생을 말하자면 한 몇십 년을, 한 50년 이상을 견디면서 이것이 뭘 하는 것인가, 과연 이것이 정말 무슨 힘을 갖는 이 미약한 것에 이렇게 목숨을 걸고 있는가, 이런 생각을 늘 했는데, 저는 이 순간 이 공간 속에 있는 이 뜨거운 열기가 어떤 정치가의 큰 광장보다도 이 밀실의 공기라는 것이 이렇게 폭발적이고 아름답다는 것을 다시 확인하게 됩니다. Alors qu'en Corée, là où il y a la vitesse et la valeur matérialiste qui prédominent, je faisais toujours de la poésie depuis plus de 50 ans. Et donc je me demandais toujours, qu'est-ce que je suis toujours en train de faire là, comme ça, avec la poésie. Et j'étais donc dans cette pièce enfermée comme ça. Et maintenant, vraiment j'ai le sentiment que, enfin, je suis arrivée à une grande place pour faire partager la poésie. 저는 오늘까지 40년 동안 한국 시인으로 참 먼 길을 걸어왔습니다. 그 길고 먼 여정 앞에 놓인 것은 오직 백지 한 장이었습니다. 그리고 누구도 가본 적이 없는 오직 하나의 길이 놓여 있었습니다. Poète coréenne, cela fait maintenant plus de 40 ans que je suis une route longue, aussi longue que pénible. Et devant, au départ de ce long voyage, il n'y avait que la page blanche. 옛 경전에 나오는 한 고승은 바늘로 동굴을 뚫거나 혹은 벽돌을 갈아서 거울을 만드는 그런 얘기를 저는 알고 있지만, 제가 하는 일이 이런 노력보다 비교를 한다는 것은 조금 무리겠지만 저는 혼자 길을 만들면서 늘 그런 생각들을 염두에 두곤 했었습니다. Le grand moine dans les livres sacrés perfore le rocher avec une aiguille ou
Ah oui, où il polit, oui, il élabore un miroir en polissant une brique, quelque chose comme ça. Et ma tâche n'est pas comparable à ces efforts-là. Et après, qu'est-ce que vous avez dit? Ah oui. Ah, oui, ma tâche n'est quand même pas comparable à ces efforts-là, mais en tout cas, pour moi, écrire de la poésie, c'est à peu près comme ça, oui. 시인이 마셔야 할 공기는 자연이고 시인이 먹어야 할 오직 하나의 음식이 있다면 그것은 고독이라는 음식이라고 늘 생각했었습니다. 그래서 저는 늘 의자에 앉아서 고독을 너무 많이 포식한 나머지 그만 뚱뚱해지고 말았습니다. Oui, la seule nourriture pour le poète, c'est la liberté et la solitude. Mais moi, je suis tellement rassasiée de solitude, je suis devenue complètement grosse maintenant. 그런데 오늘 이렇게 아름다운 언어인 프랑스어로 번역이 되었고 이렇게 빛나는 눈동자를 제가 바라보면서 이 자리에 있음으로써 그동안 견디었던 고독과 의자 이런 것들이 다시 감사한다는 생각이 듭니다. Oui, mais enfin, ma poésie est traduite et publiée en français et devant vos yeux scintillants, je sens que enfin, tous mes efforts n'étaient pas aussi vains. 저는 제가 쓰고 있는 제 모국어인 한국어가 주변 언어라는 한계에 갇혀 있다는 생각을 최근에 좀 하곤 했었습니다. 체코어를 사용했기 때문에 그것에서 벗어나 드디어 밀란 쿤데라가 됐던 쿤데라의 경우라든가 폴란드어를 벗어난 곰브로비치 같은 작가들을 떠올릴 때도 있었습니다. 그때마다 저는 번역이라는 것이 무엇인가 너무 중요한 것이 아닌가 그런 생각을 했습니다. 그렇긴 하지만 제가 가장 고민했던 것은 내 모국어인 한국어로 가장 아름다운 나만의 어떤 독특한 새로운 세계를 어떻게 보여줄 수 있는가 그것에 가장 큰 고민을 가졌었습니다. Oui, j'ai bien conscience que ma poésie écrite en coréen a ses limites dues au statut de langue mineure. Je pense parfois à Milan Kundera ou à Gombrowicz, écrivains de langue française, par-delà leur langue maternelle respective, le tchèque et le polonais. À ce moment, je réalise sérieusement l'importance de la traduction. Néanmoins, ce qui me préoccupe le plus, c'est de parvenir à créer mon univers poétique original dans cette belle langue coréenne qui est la mienne. 오랫동안 쇠사슬에 묶여있던 개를 풀어주어도 이제 어디로도 가지 못하는 것처럼 저는 이제는 제가 글을 쓰는 제 의자를 벗어날 수 없을 만큼 그 자리에 길이 들어 있습니다. 제 생애가 되었고 운명이 되었습니다. 그것은 즐거운 축복이고 저에게 있어서는 굉장한 건강이라고 저는 생각합니다. Comme un chien enchaîné depuis longtemps, maintenant, même si on me libère, je suis tellement habituée à m'asseoir tout le temps sur la chaise, je ne peux aller nulle part. Et maintenant, je sens que ma vie et mon destin, est bien cela, et puis c'est cela seulement, ma bénédiction et ma santé. 가장 감사하게 생각하는 것은 아마 제 시가 준 영향보다 탁월한 번역 덕이 오늘 이런 자리를 마련한 큰 덕인 것 같습니다. 김원자님 정말 고맙습니다. Je pense que c'est grâce à la traduction remarquable que je suis là et je remercie Madame Kim Hyun-ja. 그리고 한국 대산문화재단 감사드리고요.
이렇게 아름다운 책으로 출판해 주신 브루노 두슈에 정말 고맙습니다. 여러분 여기 한국 분들은요, 여기 책을 좀 사주셔야만이 한국 문화를 지원하시는 거고요. 다음 시인들도 또 이런 자리를 갖게 될 것 같습니다. Et je remercie beaucoup aussi la Fondation des Ânes et puis M. Bruno Doucet qui a publié mon livre. Et donc je vous supplie d'acheter beaucoup de livres et comme ça va encourager encore les autres poètes qui vont venir. 정말 고맙습니다. Je vous remercie beaucoup. Merci Madame Boone. Alors moi je vais encore mettre un peu Unji Yakim à contribution parce que je voudrais adresser d'abord quelques mots à Moon Chong-hee, donc je vais vous demander de les traduire. D'abord je voudrais lui dire et puis vous dire à tous que le mot qui désigne une maison d'édition en France, c'est une maison, n'est-ce pas? On parle d'une maison. Et les gens qui sont dans une maison, ce sont des gens qui vivent sous le même toit, qui vivent ensemble, qui partagent les mêmes repas, et parfois davantage. Et donc, vous entrez dans une famille. Hein, et je voudrais tout simplement vous dire, ne frappez pas avant d'entrer, parce que vous étiez déjà là. Voilà, vous étiez déjà là depuis pas mal de temps, parce que préparer un livre comme celui-ci, ce sont des mois de travail, surtout bien entendu pour la traductrice, mais également pour l'éditeur, qui entre peu à peu dans un univers qui n'est pas le sien, qui en prend la mesure, avec étonnement ou émerveillement, parfois avec difficulté, mais qui entre dans la pensée et l'expression de l'autre. Voilà, de sorte que lire et publier de la poésie, c'est véritablement se penser soi-même comme un autre. Et c'est ce dont nous avons le plus grand besoin aujourd'hui. Voilà. La deuxième chose que je voulais vous dire en préambule, c'est que Muriel Zac et moi-même sommes l'un et l'autre écrivains, et nous avons eu tous les deux la chance, il y a peut-être 2 ans, d'avoir un de nos romans traduit en coréen et publié à Séoul. Et lorsque le livre est arrivé à notre domicile, tellement différent par son volume, par son aspect, par sa qualité graphique de notre propre livre en français, nous l'avons regardé avec une grande surprise, nous l'avons mis dans notre bibliothèque comme ça, de face, et nous l'avons regardé comme une image sacrée dont nous ne comprenions pas pleinement le sens. Et ce sens vient de nous être révélé aujourd'hui. Ces 2 livres publiés en coréen annonçaient votre venue. Voilà. Voilà. Alors, avant de faire entendre la poésie de Moon Chong-hee, que nous faisons d'ailleurs entendre depuis déjà 2 mois partout où nous allons. Et par exemple, cette semaine, j'ai fait plusieurs déplacements. J'étais hier du côté de Brest où je lisais ses poèmes. Donc voilà, cette poésie, voilà, d'autres amis arrivent. Cette poésie, nous la portons déjà très très fortement dans notre cœur. Elle fait partie intégrante de notre patrimoine éditorial et nous en sommes extrêmement heureux. Mais je voudrais vous dire pourquoi nous avons décidé de publier ce texte et comment les choses se sont produites. Parce qu'au départ, il y a toujours une rencontre. Il y a toujours une rencontre et j'allais dire une émotion. Cette émotion, cette petite étincelle du départ, c'est Unji Yakim qui nous l'a apporté il y a maintenant à peu près 15 mois. C'était un peu à la fin de l'automne 2011. Elle est venue nous voir dans une soirée que nous organisions, une soirée de poésie, en nous parlant donc d'une poète coréenne que pour ma part je ne connaissais pas du tout
et en me disant que Jean-Pierre Siméon et Michel Collot, qui est malheureusement absent parce qu'il est malade, et donc nous pensons bien à lui ce soir, que ces deux poètes, essayistes, passeurs de poètes, avaient lu les premières traductions réalisées par Unji Hakim et qu'ils pensaient que c'était vraiment un auteur à faire découvrir en France. Donc nous avons lu les traductions qui étaient en cours et nous avons été saisis par la force de cette poésie. Poésie d'une très grande simplicité, vous allez l'entendre dans un instant, mais poésie qui rejoignait très profondément les raisons pour lesquelles nous avions créé en 2010 notre propre maison d'édition. Ces raisons, elles sont assez simples, je vais peut-être aller moins vite. Traduction simultanée, alors que c'est la 12e fois seulement de ma vie que je traduis en public, ce qui n'est pas évident. Alors, la première valeur qui rejoignait complètement, enfin, le premier aspect qui rejoignait nos valeurs, c'est l'ouverture aux poésies du monde. Nous avons créé cette maison d'édition pour pouvoir accueillir des poésies venues de tous les horizons. Et c'est pour ma part, dans ma vie d'éditeur, la première fois que je publie un auteur coréen. La deuxième raison, plus forte que la première, c'est que Moon Chung-hee est une auteure qui n'est pas à l'écart du monde. Elle est au cœur du monde. Elle fait partie de ces êtres, je pense, qui n'ont pas renoncé à changer le monde autour d'eux et qui, un jour, se sont levés pour dire non à ce qui leur semblait inacceptable. J'ai envie de me tourner vers Murielza qui a créé une collection qui s'appelle « Ceux qui ont dit non ». Alors elle aurait pu écrire un livre sur Moon Chung-hee, celle qui a dit non, et qui a dit non à quoi? Eh bien, qui dit non à la suprématie masculine, qui dit non à la discrimination raciale et la discrimination des sexes, qui dit en même temps, oui, il y a beaucoup de choses, notamment à la langue coréenne, puisqu'elle fait partie de cette génération qui, pour la première fois, a écrit dans sa langue maternelle. Elle est née entre la fin de l'occupation nippone et avant la guerre fratricide entre les deux Corées. Et elle fait partie de cette génération d'auteurs qui, au début des années 70, à partir des années 70, ont écrit dans leur langue. Donc c'est un acte d'émancipation extrêmement fort que d'habiter sa langue, que de parler sa langue en poète et de pouvoir se la réapproprier par l'expression poétique. Nous qui considérons la poésie comme une patrie à part entière, nous ne pouvions qu'être touchés par cette démarche. J'ajoute que dès le départ, nous avons décidé de créer une maison d'édition qui serait aussi très fortement, très ouverte à la parole des femmes. La première anthologie que nous avons publiée en 2010 était une anthologie de la poésie féminine haïtienne. Et nous avons continué avec des femmes venues de tous les horizons. Et le combat de Madame Moon pour l'émancipation des femmes est un combat qui nous semble profondément respectable et qui nous semble ouvert, disons vraiment, véritablement, c'est un combat universel. Et nous voyons d'ailleurs dans les lectures que nous pouvons faire ici ou là en France, la semaine dernière nous étions même à Genève, que son combat rejoint les femmes qui vivent ici ou ailleurs en Europe. Et qu'à aucun moment nous avons eu le sentiment de lire quelque chose qui pouvait paraître exotique ou anecdotique ou régionaliste.
ou nationaliste, que sais-je encore, nous avons véritablement le sentiment que cette poésie, qui est une poésie de l'intimité, de l'intime, vous allez l'entendre dans un instant, est profondément universelle. Troisième raison de notre publication, troisième, disons, raison pour laquelle nous avons décidé d'accueillir ce livre et de lui réserver le meilleur sort qui soit, c'est lié peut-être à nos propres goûts littéraires et à nos lointains souvenirs de découverte d'une poésie consacrée à la quotidienneté, au monde des objets, à la réalité des choses les plus ordinaires. Nous vivons dans un pays, la France, de grande culture littéraire, et il aura fallu attendre très longtemps dans l'histoire de la littérature française pour que les écrivains s'intéressent, prennent en compte ces toutes petites choses de la vie quotidienne. Ces choses injustement laissées pour compte, ces objets délaissés, ces êtres privés de parole. Et nous avons, quand nous étions des étudiants, de jeunes étudiants français, découvert par exemple avec beaucoup d'engouement la poésie de Francis Ponge. Michel Collot, dans sa préface, compare la poétique de Mun Chung-hee à celle de Francis Ponge. Francis Ponge, vous le savez, c'est ce poète français né à la fin du XIXe siècle, 1899, qui révolutionne la poésie française en consacrant toute son œuvre aux choses les plus ordinaires qui soient. La pomme de terre, alors je pourrais dire le poireau, les fraises. Et là, je suis déjà dans les thématiques de Madame Moon. La lessiveuse, le galet, la pierre, le verre d'eau, l'abricot, et qui va construire une poétique extraordinaire à partir de cela. Et c'est à partir de là que leurs chemins se séparent, parce que Francis Ponge prend le parti des choses et lui adjoint un compte tenu des mots. C'est-à-dire qu'il va, pour chaque poème, inventer une rhétorique et donner à l'objet un équivalent verbal. C'est assez différent dans la poésie de Madame Moon. Elle prend ce parti des choses, mais elle leur donne une dimension universelle, elle leur donne une dimension parfois cosmique, ce qui, je crois, faisait dire à Unjia, dans nos discussions liminaires, qu'elle était aussi la porte-parole d'un écoféminisme. Voilà. Et pour peut-être simplement clore, parce que je ne veux pas être trop long, trop bavard, il faut entendre la poésie, c'est le plus important. Je voudrais simplement, pour vous mettre en appétit en quelque sorte, me livrer à un exercice tout à fait étonnant, c'est lire le sommaire du livre. Parce que je crois qu'il parle d'une manière très très forte de cette poétique et de sa singularité. Alors, par exemple, le premier poème du recueil s'intitule « Petit chant de la cuisine ». L'oreiller, l'ongle, pomme de terre, en regardant la neige, la graine de soja, en faisant la vaisselle. Je suis une mauvaise poétesse. Ça, vous en jugerez par vous-même. En épluchant les fraises, l'adultère, pour les hommes, une fleur. Et je continue, chant d'un corps nu, les seins, tumeur, un hôpital en hiver. Thérèse lesbienne. À mon corps nu de nouveau, Marie, le riz froid. Chant des eaux, cordon ombilical, poil du pubis. L'histoire de la table à manger. Magnifique ça. Hein? Voilà. Et pour terminer, une dent de sagesse, ou bien les choses que j'ai accomplies. Voilà, nous entrons là véritablement dans un univers qui est à la fois extrêmement
ordinaire. C'est celui d'une femme qui accomplit au quotidien des tâches journalières. Et en même temps, c'est de cette quotidienneté que la poésie de Moon Chong-hee tire sa singularité. Oui. Alors, voilà. Juste pour ajouter un tout petit mot sur la réception de cet ouvrage, on pourrait se dire qu'une poète qui n'a jamais été traduite en français, donc inconnue des Français, c'est le genre de livre parce qu'on l'a aimé mais qui ne marcherait pas, et c'est l'inverse qui se passe. Et donc cet inverse rejoint ce que Bruno vient de vous dire, c'est-à-dire cette incroyable universalité de cette poésie. Alors on a vu... Bruno est passé dans l'émission de Marie Richeux qui s'appelle Pas la peine de crier sur France Culture. Il a fait entendre quelques-uns des poèmes de Moon Chong-hee et immédiatement on a vu démarrer la fréquentation du site internet qui venait voir les pages qui la concernent, on a vu monter tout ça et puis après chacune de nos lectures on s'aperçoit bien que c'est cette chose formidable qui moi me réjouit et m'enchante complètement, c'est que quand elle parle, elle nous parle à toutes et à tous. Et que c'est ce que nous avions envie de porter profondément. Donc il y a quelque chose d'assez magique à voir ce livre, Cette image et le riz froid, fonctionner de cette manière-là, voilà, tout simplement. On a l'impression d'être, non seulement d'avoir accueilli un membre de notre famille, mais d'être au cœur de la fonction de ce qui nous occupe. On a créé une maison d'édition de poésie pour pouvoir dire et montrer que les poètes ont quelque chose à nous dire dans le monde aujourd'hui, qu'ils sont là pour ça, qu'ils ne sont pas là pour se parler à eux-mêmes ou écrire des choses absurdes ou en tout cas abstraites, mais vraiment parce qu'il faut avancer le monde. Donc, merci. Elle parle plus vite que moi. Je suggère que nous lisions un extrait de la préface de Michel Collot, dont nous regrettons l'absence ce soir. Et puis ensuite, je pense que Olivia aura un petit texte à lire. Alors voici ce qu'écrit Michel Collot avec beaucoup de justesse. Plusieurs revues et émissions littéraires ont récemment révélé aux lecteurs français la vitalité et la diversité de la poésie coréenne contemporaine, et un film étonnant, Poetry, nous a appris qu'elle n'était pas réservée à une élite sociale et intellectuelle, mais pouvait toucher un public plus large grâce à des ateliers d'écriture ouverts à toutes et à tous, et à des clubs dont les membres se réunissent dans les cafés pour lire les poèmes qu'ils ont aimés ou qu'ils ont écrits. Incarnée par une des plus grandes stars du cinéma coréen, à la beauté bouleversante et au visage merveilleusement expressif, l'héroïne de ce film est une femme d'un certain âge, aide-ménagère auprès d'un vieillard invalide, et chargée par sa fille de l'éducation d'un adolescent au comportement répréhensible. Malgré ou à cause de cette existence difficile, elle cherche à exprimer non sans mal, à travers la poésie, la force vitale qu'elle découvre par moments en elle et dans le monde qui l'entoure, si dur soit-il. Cette femme m'a fait penser à l'auteur des poèmes rassemblés dans ce livre. Je n'avais pas encore eu la chance de connaître Moon Chong-hee, mais j'ai ressenti, en la lisant, la même émotion et la même énergie. Il m'a semblé que ces deux femmes livraient un peu le même combat contre un ordre injuste et contre la domination masculine, pour faire entendre en poésie une autre voix et proposer une autre voix à la société contemporaine. Ce qui me touche le plus dans la poésie de Moon Chong-hee, c'est cette aptitude à figurer et à transfigurer la réalité la plus familière pour en révéler la profondeur cachée et faire naître une source de réflexion et d'émotion. C'est cela même que cherchait un autre poète cher à mon cœur, Pierre Reverdy, quand il donnait à l'art moderne la mission de fixer le lyrisme mouvant et émouvant de la réalité. Ce lyrisme de la réalité, Moon Chong-hee l'atteint grâce à une écriture apparemment très simple et dépouillée, qui évite toute enflure incongrue, les formules frappantes et les images inattendues dans lesquelles elle possède l'art, souvent à la fin du poème, de condenser son propos, qui dès lors prend une résonance nouvelle et s'investit d'une signification beaucoup plus riche et moins banale qu'il n'y paraissait au premier abord. Voilà un court extrait de ce texte de Michel Collot.
écrit une présentation pour Madame Moon. J'intitule Moon Jong-hee, une voix forte de la poésie féminine en Corée. Invitée à participer en 2009 au Lunch Poems, manifestation organisée par l'Université de Berkeley, Moon Jong-hee parle de la poésie féminine de Corée dans une conférence intitulée Les voix fortes. 2 thèmes y sont abordés. Femme poète et active et une histoire de violence. Elle examine avec 4 autres poètes coréennes l'impact de la violence historique et sociale en Corée sur l'écriture des femmes poètes. Moon Jong-hee évoque d'emblée la difficulté d'écrire pour une femme vivant dans une société traditionnellement patriarcale. La veille de son départ pour cette manifestation littéraire, elle avait dû se plier à la cérémonie des offrandes aux 4 générations d'ancêtres de son mari, actuel héritier de la lignée. À travers des poèmes comme Mon épouse, Petit chant de la cuisine, En épluchant des poireaux, Les revenants de l'automne, elle lance un cri de révolte contre la position subordonnée de la femme dans le système patriarcal qui s'impose en tant que source principale de l'oppression vécue par les femmes. Donc c'est un passage dans le poème Les revenants de l'automne. Les ancêtres dont je ne connais ni visage ni voix sont venus vers moi avec plus de force qu'un tyran pour me jeter au dehors de l'automne. Dès ses débuts poétiques, la poésie de Moon Jong-hee se fait remarquer par son contraste avec la majeure partie de la poésie féminine coréenne, empreinte d'un sentimentalisme confus. Elle n'est pas abstraite ni vague, étant fondée sur une prise de conscience claire du contexte social. La condition des femmes coréennes est vécue comme un symptôme charnel dans le poème Le fantôme de son premier recueil de poésie, où la douleur de la jeune mariée endurant l'oppression patriarcale et les violences maritales se mêlent néanmoins à une rêverie poétique comme moyen vital de sa survie. Alors, donc je lirai 2 passages dans le poème Le fantôme. Mon beau-père me coupe les mains pour les emporter, ma belle-mère m'arrache les yeux pour les emporter, ma belle-sœur me vole les paroles pour les emporter, mon mari mes ailes. Ainsi ma tête parcourt sans lieu une distance infinie jusque dans les profondeurs sous-marines que même l'arrêt du poisson n'atteint pas. Le contraste est saisissant entre cette existence privée d'un rapport d'être et cet espace de liberté intérieure. La pratique de la poésie chez Moon Jong-hee aurait été depuis toujours un moyen de résistance contre les chaînes domestiques et un acte instinctif pour acquérir la liberté. Le corps-objet morcelé, volé, aliéné de son vrai moi, de ce poème des débuts, se transfigurera, nous le verrons plus loin, par une intense quête d'un corps propre féminin, en un corps retrouvé, réapproprié, épanoui dans la poésie de maturité de Moon Jong-hee. Les poèmes explorant la question du corps abondent en effet dans son œuvre, comme le révèlent ses titres. Chant d'un corps nu, les rêves de mon corps. Chant des os, à mon corps nu de nouveau. Dans les poèmes Tumeur, Un hôpital en hiver, Poil du pubis, c'est aussi par le corps malade qu'elle se cherche, s'approprie enfin son corps, comme dans cet aveu douloureux. En étreignant à peau nue la machine froide, je prends conscience jusqu'à la moelle que ces seins m'appartiennent. C'est dans le poème Les seins. Le désir ardent de liberté et la conscience lucide des réalités domestiques conjugales, ce que Moon Jong-hee appelle, non sans ironie, mon conservatisme, engendre sans cesse conflit intérieur, sentiment de révolte et résignation mesurée comme dans paysage paisible. De toute façon, je me suis résolue à vivre avec un peu d'hypocrisie, de même que les poissons ne peuvent pas vivre dans l'eau distillée, c'est tout aussi bien d'être un peu impur.
Ce n'était pas pour cela, mais j'ai tant de fois préparé le dîner avec un sentiment de révolte. L'expérience féminine de l'enfermement, aux prises avec de multiples contraintes sociales, est racontée sur un mode narratif dans ses poèmes d'inspiration autobiographique. L'humour, l'autodérision, la désinvolture de ton, la franchise des paroles sont des procédés poétiques auxquels recourt Moon Jong-hee comme pour mieux se préserver d'un désespoir trop grand. Avec le recueil pour les hommes paru en 1996, Moon Jong-hee semble davantage s'affirmer en amplifiant l'originalité de sa voix féministe. Le combat qu'elle mène ne réside pas dans la stigmatisation des hommes, mais dépasse les antagonismes entre les sexes en s'interrogeant également sur la condition des hommes et en exaltant à leur juste valeur quelques figures masculines remarquables dans l'histoire de la Corée. Dans un poème intitulé « Où ont-elles disparu ces si nombreuses lycéennes ?» publié en 1997, Moon Jong-hee prend acte de la situation des femmes en Corée en décrivant de manière objective l'état de leur subordination. Sans pouvoir prendre part au monde grand et large, sont-elles confinées dans la cuisine et la chambre? La souffrance solitaire et la prise de conscience individuelle de la condition féminine qui était empreinte d'un certain nihilisme, par exemple dans le poème Le Fantôme, sont ici transfigurées en une prise de conscience solidaire qui conduit la poétesse à exhorter les femmes à dépasser les bornes du foyer et à accéder au poste supérieur de la société. La révolte intériorisée, la résignation plutôt qu'une réelle action émancipatrice qui se manifestait souvent dans ses premiers recueils, s'estompe peu à peu chez Moon Jong-hee à partir du recueil Viens aux faux amours, publié en 2001. Elle se réconcilie avec l'être femme dotée de ses vertus primordiales comme maternité, fécondité, instinct naturel. La dichotomie traditionnelle opposant femme, corps, nature à homme, esprit, civilisation qu'on rencontre souvent chez d'autres poètes fait place chez elle à une nouvelle réflexion sur la condition féminine. Elle parvient à revaloriser la vie des femmes de la génération précédente à travers le vécu personnel de sa propre mère, qui incarne à ses yeux un être fort, actif, proche de la nature, loin de l'image négative d'une femme sacrifiée, passive et dépendante. Des poèmes écrits en souvenir de sa mère, qui sont des chants d'amour admirables entre fille et mère, abondent dans son œuvre. L'histoire du marron, le souvenir de Yulpo, l'oreiller, l'ongle, une lettre et tant d'autres. La figure de la mère, avec sa force de vie et sa générosité, s'élève dans le poème Le riz froid, au rang d'un dieu envoyé dans chaque foyer. La nature, thème récurrent qui apparaît souvent dans les poèmes récents de Moon Jong-hee, est la représentation de la terre-mère Gaïa. L'amour maternel, la fécondité y vivent en harmonie avec un bonheur primitif comme cette Maya qui s'enflamme au premier rayon du soleil et qui enfante sans cesse. C'est dans le poème La femme qui se lave les cheveux. La poésie de Moon Jong-hee se métamorphose peu à peu en une poésie fière de chanter la condition féminine après une profonde réflexion sur l'identité maternelle qui l'a amenée en même temps à découvrir son être femme dans sa plénitude. Le poème c'est un mot équivalent de oui qui s'emploie entre les personnes du même âge ou envers celles qui sont moins âgées que le locuteur. Donc le poème hymne à l'amour sensuel, nous présente l'idéal de notre sexualité incarnant l'égalité des sexes dans une harmonie quasi spirituelle en fusion avec la nature, où l'homme et la femme arrivent côte à côte à la chambre de Dieu par le cœur. Poème particulièrement audacieux de la part d'une poète coréenne, car si la sexualité féminine est présente dans la poésie coréenne féministe, tantôt exaltée dans sa toute-puissance de procréation, tantôt marquée, meurtrie par les violences du monde,
Elle se limite le plus souvent à des images traditionnelles de femmes soumises, muettes, désexualisées, végétales. Le code féminin de conduite est dicté par une société fortement imprégnée de la mentalité confucéenne, régit aussi sourdement l'imaginaire littéraire. Sacrifice, silence, retenue, patience, pudeur sont ainsi souvent décrits et représentés comme des vertus immuables d'un modèle féminin. Mais Munjonghi, rejetant d'emblée dans ce poème la fausse pudeur s'agissant de la sexualité féminine, confie au dialogue entre hommes et femmes la mission de créer un nouveau portrait de la femme. Libérée de cette pesanteur de la féminitude perpétuée depuis si longtemps. Soleil et lune sont haut levés ensemble sur l'horizon, la réponse la plus paisible et la plus chaleureuse sur terre, Dans cette union charnelle évoquant une peinture antique au souffle taoïste du yin et du yang, l'âme libre du féminisme coréen épouse poétiquement la modernité de la relation horizontale entre les deux sexes opposés et fait naître ainsi, par la magie chaleureuse de la parole, une sincère entente paisible entre hommes et femmes. Je vous remercie de votre attention. 꽃에서는 내가 원하는 방식대로 나의 성을 사용할 것이며 국가에서 관리하거나 조상이 간섭하지 못하게 할 것이다. 사상이 함부로 손을 넣지 못하게 할 것이며 누구를 계몽하거나 선전하거나 어떤 경우에도 돈으로 환산하지 못하게 할 것이다. 정녕 아름답거나 착한 척도 하지 않을 것이며 도통하지 않을 것이며 그냥 내 육체를 내가 소유할 것이다. 하늘 아래 시의 나라에 내가 피어있다. Déclaration de la fleur. Je me servirai de mon sexe à ma façon, comme je l'entends. J'empêcherai que l'État le contrôle ou que les ancêtres s'en mêlent. J'empêcherai qu'une idéologie y porte la main brutalement. J'empêcherai qu'on en donne des leçons ou qu'on en fasse la publicité. En aucun cas je ne tolérerai qu'on l'échange contre de l'argent. Je ne me donnerai pas l'air d'être belle ou gentille. Je ne ferai pas semblant de tout connaître. Je prendrai tout simplement possession de mon corps sous le ciel, au pays de la poésie. Je suis fleurie. 손톱 지는 저녁해를 마주하고 앉아 팔순 어머니의 손톱을 자른다. 벌써 하얀 반달이 떠오르는 어머니의 손톱을 자르면 세상의 바람소리도 모두 잘리어 나간다. 어쩌면 이쯤에서 한쪽 반달은 이승으로 떨어지고 또 한쪽은 어머니 따라 하늘로 가리. 시시각각으로 강물은 깊어가는데
이제 작은 짐승처럼 외로운 어머니의 등, 은비늘처럼 부드러운 어머니의 손톱이 피울 저 먼 나라의 꽃은 무슨 색일까? 무슨 꽃이 어머니의 꽃밭에 피어나 날마다 그녀가 주는 물에 나처럼 가슴이 젖을까? 흔들리며 흔들리며 발순 어머니의 손톱을 자른다. L'ongle. Assise face au soleil couchant, je coupe l'ongle de ma mère octogénaire. Quand je coupe l'ongle de ma mère, où se lève déjà une demi-lune blanche, le bruit du vent de ce monde s'interrompt lui aussi. Peut-être bientôt une demi-lune tombera du côté de ce monde et l'autre ira au ciel en suivant ma mère. À chaque instant, l'eau du fleuve devient plus profonde. À présent, le dos de ma mère solitaire est pareil à une petite bête. La fleur de ce lointain pays qui naîtra de l'ongle de ma mère, tendre comme une écaille d'argent, de quelle couleur sera-t-elle? Quelles fleurs s'épanouiront dans le jardin de ma mère et s'arroseront le cœur comme moi avec l'eau qu'elle donne tous les jours? En tremblant ému, je coupe l'ongle de ma mère octogénaire. 식기를 닦으며 식기를 닦는다. 이 식기를 내가 이렇게 1000번을 닦아 이것이 혹은 백자가 된다면 나는 10,000번을 닦으리라. 그러나 1000번을 닦아도 식기인 식기, 일상이나 시선에는 식기인 식기를 닦으며 내 젊은 피 달치고 있느니 훗날 어느 두터운 무덤이 있어 이 불길 덮을 수 있으랴. En faisant la vaisselle. Je fais la vaisselle. Je lave cette vaisselle 1000 fois. De cette façon, si jamais elle devenait porcelaine blanche, je la laverais 10 000 fois. Mais la vaisselle qui reste vaisselle, même si je la lave 1000 fois, en faisant la vaisselle pour laver simplement la vie quotidienne, je fais bouillir mon sang jeune. Plus tard, quelle tombe épaisse pourrait étouffer cette flamme? 앨범 노래 나의 육체의 꿈. 추운 겨울날에도 식지 않고 잘 도는 내 피만큼만 내가 따뜻한 사람이었으면, 내 살만큼만 내가 부드러운 사람이었으면, 내 뼈만큼만 내가 곧고 단단한 사람이었으면, 그러면 이제 아름다운 어른으로 저 살아있는 대지에다 겸허히 돌려드릴 텐데, 돌려드리기 전 한 번만 꿈에도 그리운 내 피와 살과 뼈와 만나서 지지지 온 땅이 으스러지는 필생의 사랑을 하고 말 텐데. Chant d'un corps nu, les rêves de mon corps. Si j'étais quelqu'un de chaleureux, au moins comme le sang toujours chaud qui coule en moi, même les jours froids d'hiver. Si j'étais quelqu'un de doux, au moins comme ma chair. Si j'étais quelqu'un de droit et ferme, au moins comme mes os. Alors à présent, en grande personne gracieuse, je rendrais humblement mon corps à cette terre vivante. Avant de le rendre, je rencontrerai une fois ton sang, ta chair et tes os qui me manquent même en rêve, pour faire l'amour suprême sur la terre qui vole en éclats. 유방, 밑옷 모두 벗기운 채
맨살로 차가운 기계를 끌어안는다. 찌그러지는 유두 속으로 공포가 독한 에테르 냄새로 파고든다. 대잔병처럼 두 팔 들고 맑은 달 속의 흑점을 찾아 유방암 사진을 찍는다. 사춘기 때부터 레이스 헝겊 속에 꼭꼭 싸매놓은 유방. 누구에게나 있지만 항상 여자의 것만 문제가 되어 마치 수치스러운 과일이 달린 듯 깊이 숨겨왔던 유방. 우리 어머니가 이를 통해 지혜와 사랑을 입에 넣어주셨듯이 세상의 아이들을 키운 비옥한 대자연의 구름, 다행히 내게도 2개나 있어 좋았지만 오랫동안 진정 나의 소유가 아니었다. 사랑하는 남자의 것이었고 또 아기의 것이었으니까. 하지만 나 지금 위옷 모두 벗겨온 채 맨살로 차가운 기계를 안고 서서 이 유방이 나의 것임을 뼈저리게 느낀다. 맑은 달 속의 흑점을 찾아 축 늘어진 슬픈 유방을 촬영하며 Les seins. Le haut du corps dénudé, j'étreins à peau nue la machine froide. À l'intérieur des mamelons qui s'écrasent, l'angoisse pénètre avec l'odeur forte de l'éther. Les 2 bras levés, comme un soldat vaincu, à la recherche d'un point noir dans une lune claire, je passe une mammographie. Les seins bien emmaillotés dans le tissu de dentelle depuis l'adolescence, tout le monde les a. Mais seuls les seins de femmes étant toujours source d'ennui, ces seins, je les cachais profondément comme des fruits honteux. De même que notre mère porte à nos bouches la sagesse et l'amour avec ses seins. Les collines de la grande nature fertile élèvent les enfants du monde. Heureusement, moi aussi, j'en avais une paire, mais longtemps ces seins ne m'ont pas appartenu vraiment, car ils appartenaient à l'homme aimé et aussi au bébé. Mais à présent, le haut du corps dénudé, en étreignant à peau nue la machine froide, je prends conscience, jusqu'à la moelle, que ces seins m'appartiennent, en faisant radiographier mes tristes seins tombants à la recherche d'un point noir dans une lune claire. 평화로운 풍경. 대낮에 밖에서 돌아온 한 남자가 넥타이를 반만 푼 채 거실 소파에서 졸고 있다. 침을 조금 흘리며 가랑이를 벌리고 나와 같은 주걱으로 밥을 퍼서 먹은 지 20년이 넘은 남자. 가끔 더운 체온을 나누기도 하지만 여전히 끌려온 맹수처럼 내가 만든 우리 주위를 빙빙 도는 남자. 비가 오는 날엔 때로 야성의 습성을 제 새끼들을 향해 으헝으헝 내지를 때도 있지만 어차피 나는 다소 위선으로 살기로 했다. 증류수에는 물고기가 살 수 없듯이 적당히 불순한 것도 좋다. 그래서는 아니지만 나는 숱한 모반으로 저녁밥을 지었다. 그 남자가 조금 후 오후 1시가 되면 어떤 젊은이의 결혼식 추례를 설 것이다. 결혼은 두 남녀가 한 개의 별을 바라보며 걸어가는 것이라고 아름다운 상징을 써서 축복할 것이고 일심동체가 되어가는 과정이라고 점잖게 훈계할 것이다. 한 남자가 대낮에 들어와 넥타이를 반만 푼 채 침을 조금 흘리며 소파에서 졸고 있다. Paysage paisible. Un homme, rentré en plein jour, somnole sur le canapé au salon, la cravate légèrement dénouée, en bavant un peu, les jambes écartées. L'homme qui mange avec moi du riz de la même marmite depuis plus de 20 ans. Quelquefois, on partage la chaleur des corps.
mais comme une bête emmenée de force, l'homme qui tourne toujours autour de notre sphère que j'ai créée. Par les jours de pluie, il rugit quelquefois tel un fauve sauvage contre ses petits. De toute façon, je me suis résolu à vivre avec un peu d'hypocrisie. De même que les poissons ne peuvent vivre dans l'eau distillée, c'est tout aussi bien d'être un peu impur. Ce n'était pas pour cela, mais j'ai tant de fois préparé le dîner avec un sentiment de révolte. Cet homme, plus tard, à 1h de l'après-midi, va célébrer le mariage d'un jeune homme. Il les bénira d'une belle métaphore. Il les bénira d'une belle métaphore en disant que dans le mariage, l'homme et la femme suivent une même étoile. Et il leur donnera un conseil avec sérieux en disant que le mariage amènera leur cœur et leur corps à être unis. Un homme rentré en plein jour, la cravate légèrement dénouée, somnole sur le canapé en bavant un peu. 그 많던 여학생들은 어디로 갔는가? 학창시절 공부도 잘하고 특별 활동에도 뛰어나던 그녀. 여학교를 졸업하고 대학 입시에도 무난히 합격했는데 지금은 어디로 갔는가? 감자국을 끓이고 있을까? 사고를 놓고 3시간 동안 가스불 앞에서 더운 김을 쏘이며 감자국을 끓여 퇴근한 남편이 그 감자국을 15분 동안 맛있게 먹어치우는 것을 행복하게 바라보고 있을까? 아니면 아직도 입사원서를 들고 추운 거리를 헤매고 있을까? 당 후보를 뽑는 체육관에서 한복을 입고 리본을 달아주고 있을까? 꽃다발 증정을 하고 있을까? 다행히 취직해 큰 사무실 한켠에 의자를 두고 친절하게 전화를 받고 가끔 찻잔을 나르겠지? 의사부인, 교수부인, 간호사도 됐을 거야. 문화센터에서 노래를 배우고 있을지도 몰라. 그러고는 남편이 귀가하기 전 허겁지겁 집으로 돌아갈지도. 그 많던 여학생들은 어디로 갔을까? 저 높은 빌딩의 숲, 국회의원도 장관도 의사도 교수도 사업가도 회사원도 되지 못하고 개밥의 도토리처럼 이리저리 밀쳐져서 아직도 생것으로 굴러다닐까? 크고 넓은 세상에 끼지 못하고 부엌과 안방에 갇혀 있을까? 그 많던 여학생들은 어디로 갔는가? Où ont-elles disparu, ces si nombreuses lycéennes? Cette fille travaillait bien à l'école et excellait aussi dans ses activités personnelles. Sortie du lycée, elle a réussi sans peine au concours d'entrée à l'université. Mais où est-elle maintenant? Fait-elle bouillir la soupe aux pommes de terre? Après l'avoir préparée pendant 3 heures avec l'os s'exposant à la vapeur chaude devant la cuisinière à gaz, sera-t-elle heureuse le soir de regarder son mari avaler de bon appétit cette soupe pendant 15 minutes? Après avoir terminé la vaisselle, aide-t-elle ses enfants à faire leurs devoirs? Ou bien erre-t-elle encore dans la rue froide à la recherche d'une embauche dans une société, dans un gymnase où l'on élit les candidats d'un parti politique? Vêtue de hanbok, les décore-t-elle de rubans? Leur offre-t-elle des bouquets de fleurs? Embauchée par bonheur, assise dans un coin d'un grand bureau, elle répondra aimablement au téléphone et servira quelquefois le thé. Est-elle devenue femme d'un médecin, femme d'un professeur ou bien infirmière? Peut-être apprend-elle à chanter dans un centre culturel d'où elle part à la hâte avant que son mari rentre le soir. Où ont-elles disparu ces si nombreuses lycéennes? Dans cette forêt de hauts buildings, ne devenant ni député, ni ministre, ni médecin, ni professeur, ni femme d'affaires, ni cadre d'une société, rejetée de ci, de là, comme un gland tombé dans le repas du chien,
Errent-elles encore sans pouvoir se faire valoir? Sans pouvoir prendre part au monde, grand et large, sont-elles confinées dans la cuisine et la chambre? Où ont-elles disparu, ces si nombreuses lycéennes? 찬밥. 아픈 몸 일으켜 혼자 찬밥을 먹는다. 찬밥 속에 삿발이 목을 쑤신다. 브로케는 각종 전기 제품이 있어 1분만 단추를 눌러도 따끈한 밥이 되는 세상. 찬밥을 먹기도 쉽지 않지만 오늘 혼자 찬밥을 먹는다. 가족에겐 따스한 밥 지어 먹이고 찬밥을 먹는 사람. 입 빠진 그릇에 찬밥 훑어 누가 남긴 무 조각에 생선 가시를 핥고 몸에서는 제일 따스한 사랑을 뿜던 그녀. 깊은 밤에도 혼자 달그락거리던 그 손이 그리워 나 오늘 아픈 몸 일으켜 찬밥을 먹는다. 집집마다 신을 보낼 수 없어 신 대신 보냈다는 설도 있지만 홀로 먹는 찬밥 속에서 그녀를 만난다. 나 오늘 세상에 찬밥이 되어. Le riz froid. Relevant mon corps malade, je mange seul le riz froid. Le givre dans le riz me pique la gorge. De nos jours, avec tous les engins électroménagers de la cuisine, 1 minute sur le bouton suffit pour avoir le riz chaud. On n'a guère l'occasion de manger le riz froid. Mais aujourd'hui, je mange seul le riz froid. Celle qui mangeait le riz froid, tandis qu'elle donnait à manger le riz chaud à sa famille, elle finissait le riz froid dans un bol ébréché, avec des morceaux de radis qui traînaient. Elle léchait l'arête du poisson. Pourtant de son corps jaillissait l'amour le plus doux. Avec le regret de ses mains, affairées même tard la nuit dans la cuisine, aujourd'hui, relevant mon corps malade, je mange le riz froid. D'après une légende, le ciel n'ayant pu envoyer un dieu dans chaque foyer, il y aurait envoyé une mère pour le remplacer. Alors, je la rencontre dans le riz froid que je mange seul. Aujourd'hui, je deviens le riz froid du monde. 당신의 냄새. 말갈기 날리며 천리를 다녀올 말이 별빛 땀을 뿌리며 멈춰설 때 풀밭에서 쏘아하니 풍기는 냄새. 숲속에 살고 있는 안개가 나무들의 겨드랑이를 간지릴 때 푸른 목심들이 간지럼을 타며 소소리 바람을 일으키는 냄새. 물속에서 물고기들의 비늘이 하늘을 나는 새들의 깃털과 리듬에 맞추어 춤을 출 때 땅속의 뿌리들도 그걸 알고 저절로 어깨를 들썩이는 냄새. 꽃이 필 때 발그레 탄성을 지르며 진흙들이 내뿜는 냄새. 당신의 냄새는 내가 최초로 입술을 가진 신이 되어 당신의 입술과 만날 때 하늘과 땅 사이로 쏟아지는 여름 소나기 냄새. Votre odeur. Quand s'arrêtent les chevaux qui ont couru sans lieu leur crinière au vent, transpirant des gouttes luisantes d'étoiles, l'odeur qui s'exhale dans la prairie. Quand la brume qui habite dans la forêt chatouille les arbres aux aisselles, l'odeur de la brise que soulèvent les chatouilleux faunes verts. Quand sous la mer, les écailles des poissons dansent en mesure, avec les plumes des oiseaux qui volent dans le ciel, l'odeur des épaules que balancent d'elles-mêmes les racines sous la terre qui le savent. Quand s'épanouit une fleur, l'odeur qu'exhale l'argile en criant rouge de joie. Quand je rencontre vos lèvres, devenant la première déesse pourvue de lèvres, votre odeur,
c'est celle de l'averse d'été qui tombe entre ciel et terre. 마지막 시입니다. 내가 한 일. Ah, les choses que j'ai accomplies. 내가 한 일. 어머니에게 배운 말로 몇낱의 시를 쏟아낸 일이 있습니다. 하지만 그것은 결국 욕망의 다른 이름이 아니었을까요? 목숨을 걸고 아이를 낳고 거두고 기른 일도 있긴 하지만 그것도 시간이 한 일일 뿐이네요. 태어나서 그저 늙어가는 일, 나의 전 재산은 그것입니다. 그것조차 흐르는 강의 일이나 기실, 저 자연의 일부라면 그러면 나는 아무것도 아니고만 싶습니다. 강물을 안으로 집어넣고 바람을 견디며 그저 두 발로 앞을 향해 걸어간 일, 내가 한 일 중에 그것을 좀 쳐준다면 모를까만. Les choses que j'ai accomplies. Il m'est arrivé de laisser couler quelques poèmes, des mots que j'ai appris de ma mère. Cependant, cette chose n'était-elle pas finalement l'autre nom du désir? J'ai enfanté, au risque de ma vie. J'ai chéri mes enfants et les ai élevés, mais cela aussi est une chose que le temps seul a accomplie. Être né et me laisser vieillir, cette chose est toute ma richesse. Si cela aussi est l'histoire d'un fleuve qui coule ou d'un autre élément naturel, alors je voudrais n'être rien. En faisant entrer en moi l'eau du fleuve, en résistant au vent, j'ai seulement marché droit devant avec mes deux pieds. Puisse-t-on reconnaître un peu cette chose, toutefois, parmi les choses que j'ai accomplies. 오늘 날씨가 다행히 파리 날씨치고는 너무 좋은 날이어서 참 너무 많은 제가 그 선물과 행운을 가진 느낌입니다. 이렇게 먼 길 오셨는데 혹시 그래도 저 좀 솔직하거든요. 그러니까 질문이 있으시면 한 두 분 정도 아쉬우니까 우리 받으면 어떨까요? 괜찮으신가요? Alors aujourd'hui, il fait tellement beau, hein, j'ai vraiment le sentiment que j'ai de la chance. Et parmi vous, il y a 12 personnes qui veulent poser la question. Hein. Alors, une question sur la présentation de ce soir. Madame, je vous connais déjà parce que j'ai assisté, si je puis dire, votre voisine pendant la traduction de vos poèmes. Et j'ai beaucoup appris, comme je ne connais pas un mot de coréen, j'ai vraiment été obligé de lui poser beaucoup de questions et comme elle sait répondre, j'ai appris beaucoup. Si bien que maintenant, quand je lis la traduction, et puis j'ose même dire, quand je vous entends en coréen chanter ce poème, j'ai l'impression de tout comprendre. Pourtant, et peut-être parce que j'ai compris beaucoup de choses, j'ai des questions à poser, mais je n'en poserai qu'une. Vous me direz qu'elle n'est pas banale, peut-être que si, après tout elle est très banale. Et je la tire de deux poèmes qui se trouvent dans ce magnifique recueil, si joliment intitulé Un pavot dans les cheveux. Et puis, il y a la suite, le recueil suivant, Je suis une porte, qui pourrait être la devise de vous, madame. Vous êtes la porte, c'est-à-dire vous arrivez à ouvrir sur tout ce qui est en dehors
de vous, de nous, de notre compréhension. Tout ce qui est apparent, qu'on croit être au dehors, vous faites entrer au dedans. Enfin, vos titres sont d'ailleurs magnifiques. Les titres des poèmes et les titres des recueils quand il s'agit de recueils. Alors, dans le premier de ces deux recueils, il y a un poème que j'aime beaucoup, il y en a d'autres bien sûr, c'est L'automne de l'homme. Alors permettez-moi de le dire en français, très mal sans doute. Bon. Mon Dieu et moi, en ce jour d'automne, avec tout le langage que je possède, je suis mon Dieu. Entre les étoiles, entre toi et moi, l'automne est arrivé. Toute chose brille d'elle-même, maintes fois taillée par l'épée du premier Dieu. Feuilles qui sont seules, une à une, séparément. Oiseaux qui sont librement seuls. Le travail de transcrire en langage ces feuilles et ces oiseaux. Le travail d'écrire le poème en cet automne, c'est aussi dur que de transporter une montagne. C'est en soi un accomplissement. Oiseaux, étoiles, fleurs, feuilles, montagnes, vêtements, repas, maison, terre, sang, corps, eau, feu, rêve, île. Et toi et moi, c'est déjà un poème. Pour la première fois, je suis moi-même, mon Dieu. Est-ce ce jour d'automne? Premier poème. Première question, que signifie Dieu dans ce poème? Et deuxième poème, dans La Porte, le très beau poème aussi. Mais vous savez, je les ai lus dans le bus pour venir vous écouter. J'ai eu cette fois l'impression que j'ai passé vraiment de votre côté. C'est-à-dire je les avais complètement acclimatés et je me les disais à moi-même, comme si j'étais coréen, vous voyez. Alors, ce grand poème, ce magnifique poème, Le long chemin. Alors là, c'est, je sais pas, c'est plus évident de tous. Le plus étrange, parce que Dieu est aussi présent. Mais quel Dieu? C'est ma question. Je vais répéter. Oui, bon. Ah, oui, le long chemin. Dans mes chaussures réside le Dieu. Ah, combien j'ai marché sur ce long chemin. Nulle part il n'y avait de chemin familier. J'ai simplement mis mes chaussures et marché. Depuis le jour où j'ai appris à marcher, entre la terre et moi, il y avait des chaussures. Alors, en titubant pas à pas, je suis simplement arrivé jusqu'ici. Combien légères les chaussures que portent les oiseaux. Quelles chaussures porte le vent ou la rivière? Les chaussures où habitent mes pieds, qui ne sont pas encore sages et solides comme les racines des arbres. Puis-je les enlever maintenant? Puis-je apprendre la liberté de ce courant d'eau? Je me le demande, assise sur la rive. Cependant, la vie est un escalier escarpé qui refuse l'envol. Aujourd'hui, arrivé dans ce lieu lointain, je prononce enfin le nom redoutable, Dieu. Question, que signifie Dieu? Mais ne répondez pas à la question, un poème n'est pas fait pour qu'on réponde à des questions. 정말 깜짝 놀랐습니다. 이 두 시는 제가 한 6년 전에 뉴욕 레지던스에 가서 굉장히 외떨어진 데서 혼자 살았는데 코피를 일주일 동안 흘리면서 시를 쓰다가 죽는 여자가 있구나 이런 생각을 하고 이 두 편을 써가지고 왔거든요. 근데 특히 먼 길은 한국 최초로 여성 대법관에 취임한 한 대법관이 취임사와 이임사에 읽어서 한국 중앙일보라는 신문에 일면 톱기사에 또 언급이 됐던 그런 시입니다.
그리고 신이라는 말은 한국에서는 신발과 신이 발음이 같기 때문에 나의 신 속에 신이 있다 이런 말을 언어 노름, 펀을 한 겁니다. Je suis très étonnée parce que justement ces deux poèmes, ce sont ces deux poèmes j'ai écrit aux États-Unis, à New York, et il y a 6 ans. Et puis justement en écrivant ces deux poèmes, j'ai versé même le sang du nez. Hein. Et puis je me disais même qu'on pourrait même mourir en écrivant des poèmes, c'est tellement dur. Et puis ces deux poèmes sont devenus célèbres parce qu'en Corée il y avait un magistrat qui s'est servi de ces deux poèmes pour son discours, enfin comment dire là, oui, non, pas ça, pour que Chine là. Ah, discours, comment dire là? Non. Enfin oui, quand il prend ses fonctions pour la première fois. Investiture. Investiture, oui, plutôt, oui, investiture. Oui, discours d'investiture, et puis pour son discours d'adieu. Et donc, et puis aussi, il y a le mot Shin, c'est Dieu, mais en même temps, c'est les chaussures. Donc, j'ai un peu joué sur ces deux sens comme ça. Oui, parce que Shin et Shin, hein, ce sont des homonymes qui ont deux sens différents. Ouais. C'est un jeu aussi. Ouais. Bien, après cette lecture enthousiaste, merci beaucoup monsieur. Une autre question, et puis peut-être on va permettre après à Madame Moon de faire la séance de dédicace. Une dernière question. Madame, une question brève. On sait que les Coréens ont traduit depuis longtemps un certain nombre de auteurs français. Avez-vous eu plaisir à en lire certains d'entre eux dans votre langue? 아마 제 팔에 피를 뽑으신다면 상당히 많은 피 속에 DNA가 아마 프랑스 시인들, 아까 프랑스 퐁수도 얘기하셨잖아. 물론 보들레르서부터 베르비엘에서부터 뭐 지금 현대 시인까지 굉장히 많은 프랑스 시인의 영향을 받았었습니다. 보들레르 물론이고요, 말라르메니, 뭐 발레리니, 뭐 왜냐하면 이거는 당연한 제 공부이고 지금도 치열하게 그 프랑스 작품들을 읽고 영향을 받고 있습니다. Oui, si on retire le sang de mon bras, hein, bon, on va découvrir dans mon DNA qu'il y a effectivement la poésie française qui coule. Hein, et donc depuis quel poète Oui, Ponge, Baudelaire et Supervielle. Bonnefoy. Oui, j'ai effectivement beaucoup lu la poésie française. Oui. 파스칼 비냐? Oui. 아주 많이 낭독을 좀 했습니다. 왜냐하면 여기 지금 한국 분들이 계셔서 전 더 좋은데요. 이미 이제 너무나 이렇게 세계가 크고 넓고 저는 제 국적이 그 제도적으로는 한국 사람이지만 진정한 제 모국은 제 모국어라고 생각합니다. 그래서 어떤 국가의 어떤 그런 지역적 국가에 갇혀 있는 것이 깝깝하고 그런 느낌이 들어요. 그래서 제 인류의 선배로서 좋은 프랑스 문학을 영향을 받고 있습니다. 물론 뭐 제 피 속에 아마 많은 부분이 프랑스 시인이 주신 피의 유전자가 있을 거라고 저는 생각합니다. Oui, mais de toute façon, pour moi, le pays grand, enfin, mon pays grand et large. Oh, je n'ai pas bien compris. Au début, qu'est-ce que je peux bien noter? Oui. C'est le direct. Oui, mais de toute façon,
je n'arrive pas à... oui, mais peut-être... désolée. 제 피를 아마 뽑아서 이렇게 검사를 하시면 Ah oui. 그 속에 많은 유전자가 프랑스 시인의 유전자가 Ah, 많을 tout à 거예요. l'heure, 영향을 oui, 많이 oui, 받았다. elle est très influencée par la poésie française, hein, tellement elle a beaucoup lu les écrivains français, oui. Et donc la poésie, enfin la littérature française, ça peut être même vraiment son aîné de l'humanité, oui. 너무 많은 그 산발적인 독서를 했기 때문에 이번에 여기 오면서 석 달 전부터 낭송의 프랑스 문학사를 다시 2권을 읽고 왔습니다. 정리를 좀 하고 싶어서. J'ai tellement lu des choses disparates que pour un peu clarifier mes pensées, hein, j'ai même lu l'histoire de la France écrite par Lançon. Oui, l'histoire de la littérature française. Ouais. Très bien, écoutez, à moins qu'il y ait une question pressante, on va passer à